Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Beauque, auteur du livre Localisation, comment choisir un emplacement viable pour son domicile. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une vidéo historique qui va revenir sur le cas de 6 villes en Europe ayant subi un effondrement. Alors quand je dis effondrement, je parle d'effondrement de la démographie, de la population, c'est-à-dire que en quelques jours, un grand nombre de gens, soit dans le meilleur des cas, a dû s'exiler, ou soit dans le pire des cas, est décédé des suites d'une catastrophe. Alors le but de la vidéo, c'est de démontrer que une catastrophe peut très brutalement et très rapidement changer le destin d'une ville entière et de milliers d'habitants, et que nous ne devons pas oublier cela, même si depuis effectivement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous vivons dans un confort, voilà, qui est notamment permis par l'utilisation des énergies fossiles, voilà, des institutions qui arrivent à garder le contrôle. Mais voilà, une période de paix n'étant que une période entre deux guerres, il faut savoir se projeter dans l'avenir et anticiper différents scénarios et surtout garder à l'esprit que c'est possible que un train de vie qui a duré pendant des dizaines d'années change d'un seul coup en quelques heures, tout simplement. Alors commençons par la ville de Candie, située en Crète, qui en 1648 va connaître une attaque de l'armée ottomane, qui va chercher à prendre le contrôle de la ville. L'armée ottomane ne va pas y parvenir immédiatement, et en fait elle va utiliser la tactique du siège, donc qui consiste à encercler la ville le plus possible, couper les approvisionnements, jusqu'à temps que voilà, le gouvernement de la ville décide de se rendre, faute de pouvoir combattre. Donc on a des troupes comme ça positionnées autour de la ville, on va avoir différentes tentatives d'attaque, on va avoir des flottes européennes notamment et françaises notamment, qui vont essayer d'aider la ville à combattre les Ottomans, sans grand succès. Et donc le siège va durer 21 ans, ce qui est l'un des sièges les plus longs de l'histoire connue de l'humanité. Et il va notamment s'achever par l'action d'un homme, comme nous indique le site de la commune, Héraclion, donc c'est la ville, c'est le nom de la ville actuelle. Donc la commune nous indique en fait que après plus de 20 ans de siège autour de la cité-forteresse, effectivement c'était une cité qui était entourée de bastions et d'un système de défense. Donc après plus de 20 ans, le siège prend fin, notamment à cause de la traîtrise de quelqu'un, d'un mécanicien, d'un ingénieur en fait, qui va révéler aux Ottomans les endroits faibles du mur d'enceinte. Ce qui fait que les Ottomans vont pouvoir pénétrer à l'intérieur de la ville plus facilement. Donc probablement que cette personne a reçu de l'argent et une promesse de vie sauve en échange de sa traîtrise. Mais en tout cas, ça fait une belle jambe aux habitants de la ville qui ont dû, en tout cas pour les chrétiens, s'exiler, partir en prenant ce qu'ils pouvaient et en laissant derrière eux leur maison, leur patrimoine, leurs souvenirs. Donc voilà, on a une expropriation forcée, tout simplement, par une armée étrangère. Alors, c'est difficile de dire que la perte de la ville n'est attribuable seulement qu'à la trahison de cet ingénieur. Peut-être que la ville aurait pu tomber de toute manière. Mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'indique le site de la mairie, qui nous dit que son rôle a été très important. Et ça montre à quel point parfois c'est simplement des facteurs humains aussi bêtes que ça qui peuvent compromettre l'avenir de toute une ville. Donc auparavant, on avait eu déjà des histoires avec des personnes voilà, qui ouvraient les portes de la cité la nuit pour laisser rentrer l'ennemi. Et voilà, c'est quelque chose qui est constant dans l'humanité. On a des gens qui mettent au premier plan leur intérêt par rapport à l'intérêt de leur communauté d'appartenance. Voilà, donc rester vigilant par rapport à ce type de comportement, toujours le condamner et toujours savoir l'identifier. Parce que la survie n'est efficace qu'en groupe et individuellement nous sommes faibles.
Et pour qu'un groupe soit fonctionnel, il faut qu'il soit homogène, qu'il soit fort, qu'il ait un but commun, qu'il soit soudé. Et donc toute dislocation du groupe doit être vue comme une menace pour la survie du groupe. Alors prenons le bateau justement pour aller à Marseille, en France, en 1720. À cette date arrive un bateau de l'Orient qui va transporter de la marchandise, et il se trouve qu'à l'intérieur va se trouver le bacille de la peste, donc cette maladie qui a déjà ravagé l'Europe au cours des siècles précédents. Et donc on va constater que très rapidement, en quelques dizaines de jours, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, des dizaines de milliers de personnes vont mourir, entre 30 et 40 000 à Marseille, donc sur une population de 80 à 90 000 habitants, et puis en Provence, 90 000 à 120 000 personnes mortes sur une population de 400 000 habitants environ. Alors le nombre de morts restera tout de même limité par rapport aux épidémies de peste précédentes, puisque notamment on a la construction d'un mur autour dans l'arrière-pays de Marseille qui va signifier aux habitants qu'ils ne pourront pas circuler librement pour rejoindre d'autres villes de France, ce qui va limiter l'épidémie. Donc là on a la preuve qu'en un mois on perd la moitié de la population d'une ville, sur un critère assez qui à première vue paraît assez aléatoire, quoi. Une maladie qui vous tombe dessus comme cela. Donc voilà, c'est assez tragique. Ça montre que le trafic de marchandises peut parfois amener de très gros problèmes. D'ailleurs, on aura une rechute quelques années plus tard. Alors la cause, donc elle est évidemment à trouver dans cette marchandise. Et en fait, on se rend compte que le bateau aurait dû respecter une quarantaine. Enfin, il y avait un processus de contrôle des bateaux en fait, qui a dysfonctionné et le bateau est quand même entré. Reprenons le bateau et dirigeons-nous vers Lisbonne, qui en 1755 va subir un séisme de magnitude estimé aujourd'hui à 8,5 jusqu'à 9, donc ce qui est très fort, et qui va détruire 85% des bâtiments. Donc le 1er novembre à 9h40, les habitants sont réveillés par des secousses et se font écraser par des bâtiments qui s'écroulent, si bien qu'on va avoir entre 50 000 et 70 000 victimes sur 275 000 habitants. Alors non seulement les bâtiments vont s'écrouler, mais en plus on va avoir des incendies dans la ville, qui vont contribuer à asphyxier les survivants, et surtout on va avoir un tsunami, avec une vague de quelques mètres, qui va finir de ravager la ville. Donc on imagine aussi après ça les épidémies. On voit aussi, notamment ici, des pilleurs qui sont pendus par les autorités. Parce qu'évidemment, après chaque catastrophe, quand il n'y a plus aucun service de sécurité, et on l'a vu avec Katrina, il y a des gens qui commencent à sortir de chez eux pour piller les autres. Alors le sud de l'Espagne et le Maghreb seront aussi touchés par le séisme, mais dans une moindre mesure. C'est surtout Lisbonne et le Portugal qui sont touchés, et donc notamment l'empire colonial va en pâtir. L'Espagne et le Portugal vont perdre de l'influence au profit du reste de l'Europe. Et cela va donc entraîner Lisbonne dans une grande reconstruction. Ils vont d'ailleurs en profiter pour faire des villes un peu plus, des rues un peu plus orthogonales, avec des grandes places, qui sont encore là aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas eu de second séisme. Apparemment, la probabilité est plutôt de l'ordre de 1500 à 2000 ans. Voilà, donc il y a encore un peu de temps. Partons maintenant pour l'Irlande, près de Cork, dans le sud, à Skibbereen. En 1845, le début de la grande famine due à une chute de la production de pommes de terre qui ont été contaminées par le mildiou, une maladie, ce qui va faire drastiquement baisser les récoltes. Et sachant que la population dépend aux 2/5 de la pomme de terre pour sa nourriture,
cela va entraîner une famine géante. Donc sur les 8 millions d'habitants que compte l'Irlande, en 10 ans, on va en avoir 1 million qui va émigrer et 1 million qui va périr sur place. Et donc notamment le village de Skibbereen va subir cela de plein fouet puisque environ un tiers de sa population va décéder, qui représente selon cette plaque-là environ 9000 personnes, ce qui en fait l'un des lieux les plus frappés par cette pénurie alimentaire. De manière générale, l'Irlande va mettre beaucoup de temps à se relever de cette catastrophe. Même en 1880, on n'avait toujours pas réatteint le niveau de population d'avant pénurie, et il me semble qu'il a bien fallu attendre un siècle pour retrouver cela. Retrouvons le continent européen pour aller en Ukraine, alors appelée la République socialiste soviétique d'Ukraine. Donc en 1886, Tchernobyl, tout le monde connaît l'histoire, je ne vais pas la refaire. Et on a cette ville qui est située à quelques kilomètres donc, de l'usine électrique, qui va devoir être évacuée en quelques heures. Donc on a tous vu ces images de bâtiments abandonnés avec les arbres qui repoussent. Alors je triche un peu parce que c'est vrai que la ville a été conçue spécialement pour cette centrale-là. Donc c'est pas une ville millénaire qui a dû être abandonnée, c'est plus des logements d'entreprises en quelque sorte qui ont dû être abandonnés. Mais tout de même, il y a beaucoup de personnes qui avaient sûrement fait leur vie là-haut, qui étaient propriétaires de logements et qui ont dû tout quitter du jour au lendemain. Voilà, ils se sont transformés en réfugiés. Et cette zone, bien sûr, est encore inhabitable actuellement. Pour finir, nous allons nous intéresser à Sarajevo, qui se situe dans l'actuelle Bosnie-Herzégovine. En 1992, on va avoir des affrontements entre les Serbes de Bosnie et les Bosniaques qui souhaitent, eux, leur indépendance. Alors c'est un conflit assez multi-facettes, assez compliqué à résumer, donc je ne vais pas m'étendre sur le conflit. Et simplement, sachez on a une ville capitale qui est le lieu d'enjeu entre deux parties principales. Donc ces deux parties vont se battre pour le contrôle de la ville. Et donc les forces serbes notamment vont encercler la ville pour reformer un siège. Donc là c'est plus moderne qu'avec le siège ottoman. Mais on a quand même le principe de bombarder la ville, de tirer sur les habitants, d'affamer la ville. Et ça va durer quelques années, 4 ans pour être précis, au cours duquel donc les habitants devront faire attention quand ils traversent les rues. Là vous voyez ici, attention aux snipers, emprunter des chemins un peu protégés. Mais on aura quand même beaucoup de destruction de logements, que ce soit des immeubles ou des maisons. Au total, on aura environ 6000 morts du côté bosniaque, 2000 morts du côté serbe et 5000 morts du côté des habitants de la ville. Et surtout, beaucoup de privations. Il y a notamment un témoignage qui est disponible sur Internet où la personne raconte un peu le quotidien, comment est-ce qu'elle fait pour survivre dans cette guerre civile qui lui est tombée dessus sans qu'elle le veuille. Voilà pour ces 6 exemples de villes européennes qui ont subi un effondrement de leur population. Alors bien sûr, on pourra en rajouter plein, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, avec tous les bombardements. On pourrait aussi rajouter tous les cas d'histoire individuelle, où on est obligé de quitter une ville parce qu'il n'y a plus de travail, parce qu'on n'a plus de réseau, parce qu'on ne s'y sent plus bien. Mais voilà, j'ai trouvé que ces cas étaient assez divers et assez représentatifs de la violence qui peut s'abattre sur une ville comme ça, du jour au lendemain. Vous devez prendre votre baluchon et partir. Donc ce sont des choses qui sont déjà arrivées en Europe, qui actuellement n'arrivent pas, parce que oui, on a cette énergie fossile qui permet de faire rouler les camions, transporter la nourriture sur des milliers de kilomètres, de faire des récoltes records, etc., etc. Mais sachant qu'on parle de ressources fossiles qui sont par définition limitées, et qu'en face de ça on a une consommation qui ne cesse de croître,
Tôt ou tard, les courbes vont se rencontrer, et alors on verra si l'humain peut survivre, enfin en tout cas autant d'humains peuvent survivre sans la magie et sans le pouvoir des énergies fossiles. Sur ce, je vous invite à laisser dans les commentaires des cas d'effondrement qui vous semblent intéressants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!